Bien, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans notre amphithéâtre Cujas, qui est un amphithéâtre que nous utilisons principalement pour, bien sûr, les cours en grands effectifs, mais également pour ce type d'occasion où on accueille nos partenaires. Alors, je voudrais, bien sûr, accueillir avec beaucoup de plaisir Maëlle Couvreux, la présidente de Occitanie Place Financière, c'est ça, hein. En particulier, je voudrais la remercier pour sa volonté de tisser des relations durables avec les établissements d'enseignement supérieur, d'après ce que j'ai compris de votre association, pour réfléchir sur le développement et le rayonnement des activités financières et tertiaires dans la région Occitanie. Je crois qu'on s'est rejoints, et Fanny a été la cheville ouvrière de ce rapprochement, on s'est rejoint sur le fait de partager nos réflexions sur l'évolution des pratiques managériales, des pratiques comptables, financières, voire fiscales, et sur nos réflexions sur les nouvelles contraintes et également les opportunités qui s'offrent aux entreprises désormais. Bon, c'est un vaste programme, mais on va essayer de s'y attaquer. Alors, quelques mots rapides, excusez-moi, hein, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais sur TSM, il y a quelque chose qui est un peu connu, c'est que TSM, c'est une école de management qui, au sein de l'Université Toulouse-Capitole, c'est 3000 étudiants dans le domaine du management au sens large, et notamment dans les domaines qui vous intéressent plus particulièrement, la comptabilité, le contrôle, l'audit, la finance et la fiscalité. Et de manière plus large d'ailleurs aussi, le droit et la gestion. Bien, donc ça c'est assez connu, on a 3000 étudiants, on a un tiers d'étudiants boursiers, on a un petit 15% d'étudiants internationaux parce qu'on fait beaucoup d'efforts depuis 4-5 ans pour s'internationaliser, mais on est aujourd'hui à peu près à un plafond de 15%. Quand je regarde d'ailleurs au niveau national, je pense qu'on peut arriver à un plafond entre 20 et 25%. Au-delà, on ne dépassera jamais ce volume-là, mais on va y arriver. Donc, un tiers d'étudiants boursiers, 15% d'étudiants internationaux, et chaque année, on diplôme à peu près 900 étudiants de master. Et dans quelques semaines, nous allons d'ailleurs faire notre cérémonie avec un peu de retard cette année pour des raisons un peu particulières, mais on va diplômer ces 900 étudiants au Stade Toulousain, qui est un partenaire historique pour nous depuis longtemps. Bien. Alors ça, c'est à peu près connu, parce qu'on est comme nous sommes une école qui faisons de la formation de haut niveau, plutôt au niveau master, dans tous les domaines du management. Ce qui est un peu moins connu, c'est qu'on est une école centrée sur la recherche, puisque nous avons un laboratoire CNRS, et il faut savoir qu'en France, il n'y a que 3 laboratoires CNRS en gestion, Dauphine, HEC et nous. D'autres établissements ont des équipes de recherche, bien sûr, on appelle ça d'ailleurs des équipes d'accueil, ou des laboratoires d'accueil, mais il y a 2 caractéristiques. Bon, la première, vous l'avez compris, c'est qu'elles ne sont pas labellisées CNRS, qui vous montrent qu'il y a une différence de production et de qualité de la production par rapport à ces autres établissements. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est que c'est un laboratoire CNRS strictement de gestion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme on trouve ailleurs, ça peut être vu comme une richesse, mais dans la concurrence de la recherche, ça ne l'est pas, en tout cas dans un premier temps, des laboratoires qui vont rassembler de la sociologie, de la psychologie, de l'économie, enfin toutes les disciplines, qui fait que ça, théoriquement, on se dit, ça apporte de la richesse, c'est vrai, mais la recherche, c'est un métier très compétitif avec des canaux de publication très stricts. Et quand vous êtes dans une discipline, par exemple en comptabilité ou en finance, il faut d'abord, en particulier pour les jeunes chercheurs, publier dans ces spécialités. Et toutes les sociétés qui sont un peu à mi-chemin, je me tourne d'ailleurs vers Jean-Louis qui connaît bien le sujet, quand on travaille sur la fiscalité, on est à cheval entre le droit et la gestion, et c'est difficile pour les jeunes chercheurs. Lorsqu'on a déjà fait sa carrière et publié, ça peut être une richesse. Pour les jeunes chercheurs, on va leur demander systématiquement, mais vous faites de la fiscalité ou vous faites de la gestion? Vous faites du droit ou de la gestion? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on a la chance d'avoir un laboratoire CNRS uniquement en gestion et très reconnu sur ces points-là. Puis, dernier point qui est encore moins connu, excusez-moi, c'est qu'on a une école doctorale. Je suis heureux de le citer ici parce que
je le dis, ça va gêner sa modestie, mais c'est il y a 5 ou 6 ans qu'on a remis un grand dynamisme dans cette école doctorale, et c'est Fanny qui, à l'époque, était à la tête de cette école doctorale. C'est vraiment grâce à son énergie et à son savoir-faire qu'on a là aussi obtenu une école doctorale qui est désormais aux standards internationaux et qui a obtenu de nombreuses distinctions. Bien. Donc on a une école de formation, ça vous connaissez, un laboratoire CNRS, maintenant vous le savez, et une école doctorale. L'école doctorale, c'est à peu près 80 doctorants. Et on sort à peu près 9 à 10 thèses par an. Bien. Donc pour conclure, je voudrais surtout remercier ceux qui ont été à l'origine de ce moment. Donc bien sûr de notre côté, Fanny Declercq, à titre de professeur de finance et responsable du master Corporate Finance. Milo Bianchi, qui est professeur de finance et qui est le responsable du département de finance. Ça, c'est pour notre côté. Également ont été associés le département de comptabilité et contrôle du fait même du sujet de cette conférence. Et de notre côté toujours, je voudrais remercier au titre de l'université Arnaud Debussy, notre collègue professeur de droit privé, qui est aussi responsable du master de fiscalité et co-responsable du master droit et gestion. Puis notre collègue Jean-Louis Médus, professeur en gestion et spécialiste de fiscalité avec une forte orientation internationale, si je peux me permettre, si j'ai bien compris. Et enfin, merci également à Pierre-Emmanuel Cotte, qui est un avocat au cabinet de Deloitte, pour sa participation à nos débats. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie vraiment. Je suis très heureux d'être là ce soir et d'écouter ces débats extrêmement riches qui vont venir après nos présentations. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Occitanie Place Financière est ravie de vous proposer sa première conférence sur la fiscalité. Au sein de notre réseau de professionnels du financement et d'entreprises, il nous semblait vraiment important d'inscrire un point à minima annuel sur les sujets de fiscalité. Je remercie chaleureusement TSM, Hervé Penot et Fanny Declercq, effectivement, qui travaillent beaucoup avec Occitanie Place Financière sur le programme annuel pour leur accueil, mais également la région Occitanie, la métropole de Toulouse et également la CCI de Haute-Garonne, qui sont nos partenaires au sein de l'association. Donc, ce soir, je ne vais pas vous représenter donc, les intervenants, que je remercie encore plus chaleureusement pour tout le travail qu'ils ont réalisé pour vous proposer cette conférence de ce soir. Ils vont développer pour vous le sujet de la fiscalité du financement, quelles limites à la liberté de gestion, à travers les principes, l'actualité et les applications. Et si nous avons le temps, ils vous présenteront également les futures directives européennes. Donc, je vous remercie beaucoup, messieurs, et puis je vais vous laisser la parole, à commencer par Arnaud sur ce sujet passionnant. Donc voilà le programme. Je vais prendre la parole pour une vingtaine de minutes à peu près. J'essaierai d'être bref et concis. J'ai bien compris que le temps a été compté, donc je vais essayer de respecter le timing. Donc, en premier lieu, je vais rappeler de manière assez succincte ce qu'est le principe de liberté de gestion en fiscalité ainsi que ses limites. Ensuite, nous verrons un peu d'actualité en matière d'acte anormal de gestion. Passerons aux applications avec des opérations spécifiques et nous terminerons avec un peu de prospective et de droit européen. Veuillez m'excuser, je n'ai pas remercié nos hôtes et toutes les personnes qui ont organisé l'événement et exprimer aussi ma satisfaction d'être si bien accompagné d'éminents fiscalistes et collègues. Donc je suis particulièrement ravi. Mais je fais vite, je vous l'ai dit.
Donc le principe de liberté de gestion des entreprises ainsi que ses limites, vous m'en voudrez pas peut-être de partir d'un peu loin, ce qui nous amène même sous la 4e République en réalité, et pour le premier arrêt et pour le second au début de la 5e, ce qui part un peu mal pour une manifestation qui se veut d'actualité. Mais en réalité, si je cite ces deux décisions, c'est outre le charme de l'ancien, le fait qu'elles sont vraiment encore pour nous aujourd'hui, pour tous les fiscalistes, de véritables boussoles et qu'elles nous montrent la direction. La première décision, j'ai repris le considérant du Conseil d'État, à savoir qu'un contribuable, effectivement, n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit qu'il aurait pu réaliser. Effectivement, on ne peut pas obliger une entreprise à contracter si elle ne veut pas. En revanche, si elle contracte, elle doit savoir que, eh bien, elle doit le faire aux conditions du marché, d'une part, et que d'autre part, comme elle a une créance, elle ne peut pas renoncer à sa créance. Je parle d'un point de vue fiscal, évidemment, parce que juridiquement, elle est libre, naturellement, de renoncer à sa créance. Deuxième décision, un peu moins ancienne, à savoir qu'une entreprise en présence de plusieurs possibilités est tout à fait libre de choisir celle qui est la moins coûteuse en termes d'impôts. Alors en matière de financement d'entreprise, par exemple, je peux librement me financer à partir de mon capital social, de mes fonds propres, ou grâce à l'emprunt. Et le Conseil d'État rappelle que même si une entreprise a tout à fait la capacité financière de se financer, sur deniers propres, elle peut tout à fait emprunter. Il n'y a rien à redire. Sauf que, bon, ces deux piliers, je les rappelle, bien sûr, ils sont anciens, donc vénérables, mais comme tout ce qui est ancien, ils sont aussi un peu fragiles. Et que, naturellement, tous les modes de financement ont leurs limites. On le verra, que ce soit les charges financières, je pense que c'est Jean-Louis Médus qui nous en parlera un peu, et puis également certaines opérations comme l'augmentation de capital aussi exposent l'entreprise à certaines difficultés. Nous verrons cela tout à l'heure. Alors d'abord, au niveau jurisprudentiel, hormis ces deux arrêts, j'ai quand même ici fait mon marché dans la jurisprudence, cette fois-ci pas trop ancienne, avec des décisions qui ont quand même marqué, il me semble, les esprits, à savoir que, bien sûr, l'entreprise n'a pas à s'immiscer dans la gestion d'une entreprise, même si cette entreprise a dépensé beaucoup d'argent pour un faible profit. Ça a été rappelé à de multiples reprises. Dans l'arrêt Rotafarm, par exemple, on avait une société du secteur pharmaceutique qui dépensait jusqu'à 40% de son chiffre d'affaires lié à une spécialité pharmaceutique pour des dépenses de publicité. Eh bien, le Conseil d'État a dit, il n'y a rien à redire, l'administration n'a pas à se mêler de ce qui ne la regarde pas. L'arrêt Montepaschi, alors, est bien connu parce que lui, en fait, c'est un revirement de jurisprudence que le Conseil d'État avait lui-même initié quelque temps avant. Une entreprise ne peut pas être reprochable fiscalement quand elle prend un risque, même excessif, lorsqu'elle a financé, par exemple, une entreprise qu'elle savait moribonde. Eh bien, elle peut tout à fait déduire la provision pour dépréciation de sa créance. Il n'y a pas de difficulté, enfin, en tout cas, nous dit nouvellement le Conseil d'État. J'ai pris un arrêt, veuillez m'excuser, je saute le précédent qui n'apporte rien de plus par rapport à Rotafarm. Un arrêt de cour d'appel, la cour d'appel administrative d'appel de Lyon, qui est intéressante, cette décision, parce qu'on avait une société française, filiale d'un groupe international, qui avait, à la demande de sa mère, étrangère, italienne en l'occurrence, vendu des fonds de commerce à d'autres sociétés du groupe. Et à l'occasion de ces cessions, elle avait été amenée à supporter différentes charges
et versé des indemnités de clientèle au contrat qui s'était trouvé résilié dans l'opération. Bon, je fais simple. Et elle n'avait pas refacturé à sa mère les charges auxquelles elle avait été exposée. Ce que lui reprochait l'administration fiscale, eh bien, la Cour de Lyon dit très clairement qu'il s'agit d'un choix de gestion, que l'administration ne peut pas reprocher cela à l'entreprise, même si elle a cédé des fonds qui, par ailleurs, étaient rentables. Cette liberté de gestion, ce principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion de l'entreprise, chacun sait, et notamment les étudiants, j'en vois ici un certain nombre, je suis très heureux qu'ils viennent assister à la conférence. Tout le monde sait bien qu'il y a deux limites à la liberté de gestion. D'abord l'acte anormal de gestion, bien sûr, qui est repris dans la doctrine de l'administration, je cite la doctrine administrative, bien que l'administration ne soit pas autorisée à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, principe de non-immixtion, elle peut cependant, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n'auraient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. On reviendra bien sûr sur cette théorie et son actualité, et puis la deuxième limite, bien sûr, c'est la théorie de l'abus de droit, qui figure à l'article 64 du livre des procédures fiscales, abus de droit par simulation, par fraude à la loi. Alors là aussi, les juristes savent bien faire la différence. J'aime bien citer Kosian qui avait toujours le mot juste pour synthétiser les choses. Il parlait dans le premier cas de l'abus de droit du pauvre, c'est-à-dire la simulation, autrement dit le mensonge. C'est très facile de mentir, on peut mentir par acte fictif, c'est-à-dire en s'inventant par exemple un contrat de bail pour déduire des charges. On peut mentir aussi par acte déguisé, évidemment la donation déguisée en vente. La fraude à la loi, elle, c'est un montage qui est beaucoup plus élaboré, c'est l'abus de droit à du riche, puisque ça repose sur un montage, donc une construction intelligente, et qui peut être évidemment coûteuse en conseil et qui requiert deux éléments, le but exclusivement fiscal, bien sûr, et la contrariété aux objectifs de la loi, c'est-à-dire, bien sûr, l'utilisation de la loi contre elle-même. Autrement dit, je respecte la lettre du texte, mais pas son esprit. Tout cela est bien connu en droit civil et le droit fiscal ne fait finalement que reprendre cette théorie. Alors, comme vous le savez, il existe également de très nombreuses clauses anti-abus en droit français. C'est, je dirais, de l'abus de droit légal qui, en fait, permet à l'administration de s'extraire de l'article L64, qui est très contraignant pour elle. Il faut savoir que l'abus de droit, ça fait toujours peur aux contribuables, mais en réalité, l'administration n'est pas très à l'aise avec l'abus de droit. Il y a une procédure spécifique, et puis on a vu que les éléments à rapporter étaient quand même contraignants. Donc l'abus de droit dans le CGI, et non pas dans le livre des procédures fiscales, vise à justement alléger le poids de la preuve pour l'administration, et il faut dire qu'il y a dans le Code général des impôts de très nombreuses clauses anti-abus. D'ailleurs, on peut même dire que le CGI est littéralement inondé de clauses anti-abus. Une clause anti-abus générale en impôt sur les sociétés, c'est l'ancienne clause anti-abus régime mère-fille, mais qui a été élargie à tout l'impôt sur les sociétés il y a quelques années. On voit bien qu'ici, il suffit pour l'administration de démontrer que le montage avait été mis en place pour échapper principalement à l'impôt et non pas exclusivement. Évidemment, ça change beaucoup de choses. Puis ensuite, il existe de très nombreuses clauses anti-abus nature spéciale. Alors, j'ai mis quelques exemples, si vous voulez, mais j'aurais pu en mettre 50 sans aucune difficulté. Les clauses anti-hybrides, pardonnez-moi, qui sont assez récentes. La clause anti-abus plafonnement de l'IFI, également.
La clause anti-abus, amortissement du fonds commercial, peut-être que je peux commenter celle-là, dire deux mots, parce que c'est la dernière en réalité, hein, puisqu'elle date de juillet 2022. Vous savez que les sociétés ont la possibilité, les petites entreprises ont la possibilité d'amortir leurs fonds commerciaux aujourd'hui, mais uniquement les fonds acquis entre 2022 et 2025. Je dis bien les fonds acquis, donc pas possédés au 1er janvier 2022, évidemment. Donc, si vous possédez un fonds déjà au 1er janvier 2022, vous ne pouvez pas amortir le fonds. Donc, ce qu'ont fait un certain nombre de sociétés, semble-t-il, hein, si j'en crois l'administration fiscale, c'est que dans les groupes, en fait, les sociétés se sont cédées des fonds de commerce, tout simplement, pour profiter de l'amortissement et alléger leur dette fiscale. Donc, la clause anti-abus, tout simplement, ça consiste à ne pas permettre l'amortissement du fonds lorsque le fonds a été cédé au sein d'un groupe, tout simplement. Alors, je garde la main pour vous parler maintenant de l'actualité en matière d'actes anormal de gestion. Les fiscalistes le savent bien. Le concept d'acte anormal de gestion a été redéfini, ou je dirais recalibré par le Conseil d'État à l'occasion d'un arrêt rendu en formation plénière le 21 décembre 2018. C'est l'arrêt Société Croët Suisse et qui concernait une vente d'actifs à prix minoré. Ça fait partie des opérations spéciales que nous étudierons tout à l'heure. Donc, la définition du Conseil d'État a surpris, puisque le Conseil d'État nous dit que constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Alors ce qui a surpris, ce n'est pas la contrariété aux intérêts de l'entreprise, ça c'est habituel bien sûr, c'est la définition même de l'acte anormal de gestion. Ce qui a surpris, c'est le verbe décider. Autrement dit, si on lit le Conseil d'État, une entreprise commet un acte anormal de gestion seulement si elle décide volontairement de s'appauvrir. Autrement dit, c'est un appauvrissement voulu, ce n'est pas un appauvrissement subi. Bon. En réalité, les premiers commentateurs de la décision ont souligné que l'acte anormal de gestion, désormais, aurait deux éléments. Un élément matériel, donc la contrariété à l'intérêt de l'entreprise, et un élément intentionnel, c'est-à-dire la volonté de s'appauvrir. Donc les premiers commentaires étaient plutôt dans ce sens. En réalité, les commentaires suivants, et au rythme de la jurisprudence subséquente, ont montré que l'élément intentionnel n'était pas nécessairement requis, toujours, par la jurisprudence. Notamment, en fait, ce qu'a voulu dire le Conseil d'État, c'est que le schéma de preuve de l'acte anormal de gestion doit être revisité de la manière suivante. D'abord, l'administration doit apporter la preuve que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue. Donc c'est l'administration qui supporte la preuve de la différence de prix entre le prix pratiqué et le prix qui aurait dû être pratiqué. Ensuite, la balle est dans le camp du contribuable qui doit apporter la preuve contraire, c'est-à-dire démontrer que l'évaluation de l'administration n'est pas bonne. Bon. S'il n'y parvient pas, eh bien, on peut considérer que l'administration a fait la preuve que la vente à prix minoré constitue bien un acte anormal de gestion. Mais, et c'est là que c'est nouveau et intéressant, le contribuable peut encore, et c'est ce que dit le Conseil d'État, justifier son appauvrissement de deux manières. Soit qu'il en a retiré une contrepartie, ça c'est assez habituel, c'est-à-dire en disant, certes, le prix n'est peut-être pas le bon, mais en réalité,
je me suis appauvri aussi pour une autre raison, parce qu'en termes d'image de marque, par exemple, ou quoi que ce soit, c'était intéressant pour moi. Mais surtout, il a aussi la possibilité de démontrer que, en fait, il a agi par contrainte, parce qu'il était obligé d'agir comme il l'a fait. Et ça, c'est ce fameux élément intentionnel, bien sûr, qu'on retrouve dans la jurisprudence du Conseil d'État. Et c'est la nouveauté de la décision. Mais on ne peut pas dire que l'administration fiscale doit démontrer ab initio et un élément matériel et un élément intentionnel. C'est plutôt contribuable de démontrer l'absence d'éléments intentionnels, l'intentionnalité étant en fait présumée. Alors, comme illustration de ce principe, évidemment, en matière de financement, une situation que chacun connaît, qui est la cession de titres à prix minoré dans les groupes de sociétés, c'est-à-dire, comme on dit en fiscalité, entre sociétés liées. Alors, il faut partir d'abord du principe. Le principe, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut contracter au prix de marché. Donc, c'est l'exigence classique de la jurisprudence, hein, notamment que je reprends ici, un arrêt du 26 octobre 2021. La valeur vénale des actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments d'ensemble, dont l'ensemble permet d'obtenir le chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date de la cession. Bon, c'est le prix de marché qui est exigé en quelque sorte par la jurisprudence. Alors, bien sûr, est-ce qu'il faut exiger exactement le prix de marché, ce qu'on appelle le prix de pleine concurrence parfois en droit fiscal international? Alors, non. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'évaluation des titres de société, c'est quelque chose d'assez compliqué, qu'on peut parvenir à des évaluations de titres assez différentes en fonction des méthodes que l'on utilise. Donc, en réalité, on ne peut pas, comme ça, exiger exactement, d'ailleurs existe-t-il, un prix de vente fidèle à la valeur vénale du bien. Donc, il est admis une différence de 20%, puisque, en fait, la jurisprudence exige un écart significatif, bon, de l'ordre de 20%, mais en réalité, cet écart de 20%, et je sais que c'est très présent dans l'esprit de tous les fiscalistes, que ce soit les praticiens, que ce soit les membres de l'administration ou des juridictions, en réalité, c'est un seuil qui n'a jamais été posé par aucun texte d'abord, qui n'a jamais été posé par une décision, même si certaines décisions y font référence, ou certains rapporteurs publics. À titre d'illustration, bon, j'ai cité ici 2 arrêts de cour d'appel. Un premier arrêt avec un écart de 14,1% qui a été jugé non significatif, donc non retenu, et un deuxième arrêt avec un écart de 19,5%, donc en dessous de 20%, et qui a été pourtant jugé significatif. Donc vous me direz, on est presque à 20%. Mais bon, tout ça pour dire qu'il ne faut peut-être pas être aussi exigeant, en fait, quant à l'écart de prix entre la valeur du titre et le prix pour lequel il a été cédé. Pour coller à l'actualité, évidemment, comment ne pas parler de l'évolution du droit des sociétés et de sa compatibilité avec le droit fiscal. Vous le savez, la loi Pacte a modifié l'intérêt social, enfin du moins a introduit l'intérêt social, l'a élargi en droit des sociétés en complétant l'article 1833 du Code civil.
Or, évidemment, nous, en tant que fiscalistes, ça nous concernait, puisque l'intérêt social, c'est la boussole de l'acte anormal de gestion. Pour reprendre les mots du commissaire du gouvernement Racine, c'est la transplantation en droit fiscal de l'intérêt social du droit des sociétés. Donc, évidemment, si on modifie l'intérêt social, si on l'élargit, quel impact en fiscalité? Je vous rappelle que désormais, selon l'article 1133, la société est gérée dans son intérêt social, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça, c'est la dimension sociétale et environnementale. Est-ce que ça allait introduire une modification de la notion d'intérêt social en droit fiscal? Est-ce qu'une société peut exposer une dépense et dire oui, mais c'est peut-être pas dans mon intérêt, mais c'est dans l'intérêt du pays ou de, je sais pas, de la terre entière, donc finalement de la collectivité, et donc je peux le déduire. Alors, le ministre s'est exprimé très clairement à ce sujet. Il n'est pas question de modifier la théorie de l'acte anormal de gestion, simplement par l'effet d'une disposition du Code civil, d'ailleurs qui, en fait, a été peut-être mal comprise, car ce n'est pas un objectif, la RSE ici, c'est une contrainte. On s'en rend très bien compte en lisant le texte. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération, c'est-à-dire en étant obligée de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc ce n'est pas le but ici, c'est une contrainte pour atteindre le but étant toujours le profit pour une entreprise du secteur privé. Également, je cite une autre décision de 2022 du Conseil d'État qui m'a semblé intéressante pour faire le parallèle avec l'intérêt social, mais qui concerne, elle, l'objet social, à savoir que même si dans les statuts de la société, il est prévu des actes gratuits, malgré tout, ça n'empêche pas la mise en œuvre de la théorie de l'acte anormal de gestion dans ce contexte. Nous passons maintenant à quelques applications en examinant des opérations. Et pour débuter ces études successives, je passe la parole à Maître Kotkilici qui va nous parler du prix des actifs. Merci beaucoup Arnaud, merci à tous d'être là, bonsoir. Il y a du droit du cours à la pratique, finalement pas beaucoup d'écart. On a voulu créer ce thème sur la liberté de financement des entreprises et on a voulu aussi essayer d'attirer votre attention sur les manières dont en fait on n'avait pas la liberté, quand on est une entreprise, de pouvoir opérer comme on le voulait. Arnaud de Bissy nous a rappelé les principes que sont les principes de liberté et les principes de non-immixtion et de l'entreprise, de l'administration chez l'entreprise et les limites que sont l'acte anormal de gestion et l'abus de droit. Je vais vous parler d'une réalité à laquelle nous, fiscalistes, praticiens, sont confrontés, c'est le prix des actifs. Un exemple concret sur la liberté de gestion. On comprend vite que quand on a une contrepartie extérieure, je vends un actif ou j'achète un actif, j'ai le marché, j'ai une contrepartie, je vais avoir un jeu qui va résulter d'un écart, d'un échange entre deux parties. Mais si je suis en société interne, si je contrôle les sociétés, entreprises liées, contrôlées, dans une sorte de bienveillance familiale, et ainsi de suite, je peux avoir une certaine flexibilité dans le prix de l'actif pour des raisons qui peuvent tout à fait morales et pas forcément condamnables. Et quand on est praticien, on se retrouve à avoir des difficultés, des surprises qui nous font dire qu'en fait, le prix des actifs, l'entreprise n'a pas de liberté. Elle est contrainte, mais ça revient exactement à ce que disait Arnaud de Bissy à l'instant sur le vrai prix, chercher le vrai prix, la réalité, parce que l'entreprise n'a pas le droit, quelque part, de s'écarter de la valeur vénale, de la valeur réelle. On va pas parler de fiscalité indirecte, on va parler juste de fiscalité directe.
Quelque part, j'ai quelques minutes pour vous montrer qu'une sous-évaluation ou une surévaluation est traitée par l'administration comme une libéralité qui sera toujours taxée. Le premier exemple, c'est que je fais une vente à un prix majoré. Je me trompe, je vends plus cher entre entreprises liées et l'entreprise qui achète, elle paye plus cher. L'administration arrive et elle dit mais la valeur que vous avez retenue n'est pas la bonne valeur, vous avez largement surévalué le bien. Alors pour l'acquéreur, il n'y a pas de conclusion à en tirer parce que le bénéfice fiscal, c'est l'article 38.2 du Code général des impôts, c'est une variation entre un bilan d'ouverture et un bilan de fermeture. Si j'achetais trop cher, je dépensais mes sous, mais c'est pas trop grave. J'ai une sortie d'actifs qui, dans tous les cas, n'aurait pas été... L'écart entre la valeur réelle et la survaleur n'est pas une charge. Cette charge, dans tous les cas, n'aurait pas été une charge déductible. Donc, chez l'acquéreur, le cas échéant, les droits d'enregistrement, mais c'est la fiscalité indirecte, il n'y a pas de conséquences. Par contre, le cédant, on va dire, mais monsieur, vous avez reçu une libéralité, puisque vous aviez un actif qui valait un certain prix, vous l'avez arbitré à une valeur supérieure, eh bien l'écart entre la valeur réelle et la valeur à laquelle vous l'avez cédé, c'est une libéralité que vous recevez. Et alors, c'est plus un prix de cession, c'est une libéralité, avec la taxation comme une libéralité. Ça, c'est en cas de surévaluation. Et là, on a la jurisprudence CEPI et GTI qui viennent depuis longtemps nous en parler, depuis 82. Alors, quand on achète à un prix minoré, vous allez dire, voilà, là c'est bien, un prix minoré, c'est pas mal, on y est, mais non, on retrouve la même réalité de l'existence d'une libéralité entre le cédant et l'acquéreur. Là, l'acquéreur, il reçoit une libéralité parce qu'on lui a vendu moins cher quelque chose qui valait plus. Théorie du bilan, je me place chez l'acquéreur. On sait tous, fiscalistes, que l'acquisition d'une immobilisation, c'est le débit d'une IMO par le crédit, soit une disponibilité, soit un passif, selon qu'on ait payé l'IMO avec des liquidités ou par le recours à l'emprunt. Donc, quelque part, le fait de varier la valeur, on a toujours dit que ça n'a pas d'influence sur le bilan de la société qui a procédé à l'acquisition. Là, on nous dit, mais non, ne vous trompez pas. On ne va pas vous augmenter le prix de l'IMO, on va vous dire que vous avez reçu un cadeau. Et ce cadeau-là, on va le passer par le compte de produit. Et ce produit-là, il est imposable. Donc ça veut dire que quand je suis dans une situation de contrepartie externe, je peux faire une bonne affaire. Je peux faire une mauvaise affaire, je ne serai pas taxé. Quand je suis entre entreprises liées, je ne peux plus le faire. Si je fais une bonne affaire entre entreprises liées, jurisprudence RAFIPAC, je vends à un prix minoré, eh bien, le vendeur, lui, alors le vendeur pour le coup, il est aussi taxé puisqu'il a l'acte en ordre de gestion, on va dire mais tu n'as vendu pas assez cher, donc on va te taxer sur le profit que tu aurais dû faire. Mais aussi l'acquéreur, on va dire mais tu as reçu une libéralité égale à la différence entre le montant de ce que tu aurais dû payer et le montant de ce que tu as payé, ça, c'est une libéralité qui est taxable chez toi. Donc on voit que dans un groupe, jurisprudence RAFIPAC, appuyé ensuite par Théron, on n'a pas une vraie liberté de gestion et on n'a pas le droit de faire une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Donc ici, on a un warning qui est assez fort à mettre dans nos têtes de praticiens. Bien entendu, il faut qu'il y ait une collusion entre les entreprises. Mais l'administration fiscale, c'est très simple. Elle dit, mais dès que vous écartez la valeur vénale, c'est qu'il y a collusion. Vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'une analyse des cash flows futurs nous fait montrer qu'ils ont une méthode d'évaluation qui va être validée par les commissions. Et une fois qu'ils ont défini que le résultat était celui-là et qu'on s'est trompé, on dit mais vous êtes tellement trompé de plus de 20% que c'était une collusion. Et on va avoir une imposition cédant acquéreur ou les deux en fonction qu'on est en prix majoré ou en prix minoré. Ça, c'est pour une cession. Mais j'aimerais vous parler d'une autre opération sur les actifs sur laquelle vous devez avoir une vraie attention, c'est quand on fait même un apport. Je fais un apport de titres. Alors on va dire, quelque part, j'ai des actions de la société A, je les apporte et on me donne des actions de la société B. Alors quand je suis une personne physique, j'ai des mécanismes de différé d'imposition, soit du sursis, soit du report, c'est assez facile. Je suis une entreprise, j'ai aussi des mécanismes qui permettent de décaler l'imposition jusqu'au moment où je vais céder mes titres reçus à l'échange. Mais dans un cas pareil,
qui a donné une jurisprudence célèbre qui s'appelle CERES, il y a une société, enfin des associés, personnes physiques, vont apporter leur titre à une holding. Et ils vont se tromper sur la valeur. Et là, l'administration va dire on n'avait RAFIPAC pour les cessions, on va faire pareil pour les apports. Et le Conseil d'État veut dire que quelque part, la société qui avait reçu les titres pour une valeur minorée avait reçu une libéralité de la part des apporteurs personnes physiques et que l'écart entre la valeur réelle des titres apportés et leur valeur inscrite au bilan était elle aussi une libéralité taxable. Et en suivant le même raisonnement, ça n'a pas donné lieu à un rehaussement de l'actif et un rehaussement du passif conséquent. Non, ils ont estimé que l'écart de survaleur était une libéralité qui passait par le compte de produit, qui était taxable au taux plein, alors qu'on est sur des opérations sur titre. Et que, donc là, on a une vraie réalité pour dire que quand on est entre entreprises liées, on doit avoir vraiment une très grande peur de la valeur que l'on donne à nos actifs, parce que pour le prix des actifs, il n'y a pas de liberté pour la valeur à retenir. Voilà ce que je veux dire sur le prix des actifs et le premier exemple de l'acte de gestion appliqué aux entreprises. Alors, je reprends quelques instants la main pour évoquer, présenter une opération qui est bien connue de tous, qui est le rachat par une société de ses propres titres. C'est une opération très particulière qui peut amener une société, à moins qu'elle ait les titres immédiatement, à être son propre actionnaire, c'est-à-dire à rendre fictif le capital social, puisqu'on ne peut pas être riche d'une créance qu'on possède contre soi. On voit bien que ça n'a juridiquement, économiquement, aucun sens. Alors, le Code de commerce réglemente assez précisément les opérations de rachat d'actions en disant deux choses, si vous voulez, très simplement. La souscription par une société de ses propres actions est interdite, donc à l'émission, mais en revanche, elle est permise lorsqu'il s'agit d'actions rachetées dans un certain nombre de situations. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr la situation du cédant, c'est-à-dire de l'actionnaire sortant. Depuis très longtemps, on se pose la question du régime fiscal qui doit s'appliquer à une opération de rachat de titres. Est-ce qu'il faut la traiter comme du dividende, comme une sortie d'actifs classique, ou est-ce qu'il faut la traiter comme une plus-value, c'est-à-dire comme si l'associé cédait ses titres finalement à un tiers. Alors les juristes et les fiscalistes se sont un peu écharpés sur la question, parce que c'est une opération tellement particulière que, évidemment, tout dépend quel angle de vue on adopte. Moi, personnellement, j'avais plaidé pour une analyse en plus-value, parce que je me plaçais du côté du cédant, c'est-à-dire de l'actionnaire sortant, alors que certains se passaient plutôt du côté de la société. Ils disaient tout ce qui sort de la société, c'est du dividende, c'est de l'affectation de résultats. Alors on sait que c'est le Conseil constitutionnel qui avait exigé du législateur de clarifier la situation. Bon. Parce que c'est vrai qu'on avait une situation qui était complètement inextricable. Certaines cessions étaient en plus-value, d'autres en dividende. On avait même un régime hybride entre les deux. Bon. Personne n'y comprenait plus rien. Il fallait clarifier impérativement la situation. Et le Conseil constitutionnel a dit au législateur, faites ce que vous voulez, mais choisissez une qualification. Donc, soit en plus-value, soit en dividende. Je n'ai pas de préférence, mais il m'en faut une et pas plusieurs. Alors on sait que finalement c'est l'analyse plus-value qui a été retenue depuis 2015, mais naturellement on s'en aperçoit ici en évoquant le régime
fiscale des dividendes et des plus-values, on voit bien tout l'intérêt que peut représenter un rachat de titres de préférence à une distribution de dividendes. Parce que finalement, telle est la question qu'on se pose, parce qu'évidemment, comme j'ai dit, les fiscalistes sont très intelligents, comme chacun sait, très futés, je parle des conseils, donc ils se disent... donc, je t'en prie. Pourquoi, au lieu de distribuer un dividende, après tout, je ne ferai pas racheter mes titres? Bon, ça permet notamment de profiter de l'abattement majoré qui va jusqu'à 85% en plus-value. Hein. Ça, c'est l'héritage de François Hollande, hein. Enfin plutôt du MEDEF, parce qu'en réalité, c'est le MEDEF qui avait négocié la réforme. Donc on est imposé sur 15% finalement de l'assiette. Donc c'est extrêmement tentant. Et alors, ça l'est aussi tentant depuis le PFU, depuis la réforme Macron, hein, avec un PFU à 12,8%, qui s'applique aussi bien pour les dividendes, enfin aussi bien pour les plus-values que pour les dividendes. Mais ces abattements, avouons que c'est quand même bien tentant pour arbitrer entre une distribution de dividendes et un rachat de titres. Donc, pour nous parler de cette question, je passe la parole à Jean-Louis Médus. Et quand les conseils calent, ils vont chercher les universitaires pour leur donner des idées, hein, Pierre-Emmanuel. Je ne sais que dire. Exactement. Au moins pour se couvrir. Voilà. Bonsoir. D'abord, merci à Occitanie Place Financière et à TSM de nous accueillir. C'est bien agréable dans ce très bel amphi. De fait, en évoquant le sujet que Arnaud pointait du doigt à l'instant, on revient finalement sur un des deux piliers du droit qu'il a énoncé tout à l'heure, qui est cette fois celui de l'abus de droit, en fait. Parce que, effectivement, vous avez bien compris, j'ai besoin de liquidité. Si je fais une distribution de dividendes, je vais être imposé dès le premier euro, versus, deuxième cas de figure, je fais une réduction de capital, je fais racheter mes titres, je ne serai imposé que sur la plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix que j'en ai retiré et mon prix d'acquisition ou de souscription. Donc déjà, je diminue probablement mon assiette, sauf à ce que j'ai acquis mes titres pour zéro, ce qui est très théorique. Et surtout, j'ai mon abattement magique de 85%. Et donc là, on a eu des positions récentes du comité de l'abus de droit qui est venu dire « mais il ne faut pas non plus leur donner, je pense, trop de portée. Les gens ont été assez maladroits dans l'opération. » Le comité de l'abus de droit est venu dire « lorsque vous faites une réduction de capital pour appréhender du numéraire, certes, vous avez le droit, comme Arnaud nous le rappelait tout à l'heure, de prendre le chemin fiscalement le moins onéreux, mais si derrière cette opération de décapitalisation, vous faites une augmentation de capital par incorporation de réserve ou attribution gratuite de titres, pour vous remettre à niveau de ce que vous étiez, eh bien là, ce n'est pas le chemin fiscalement le moins onéreux, c'est le chemin du péché des surdoués de la fiscalité, hein, disait Maurice Cosian. Donc on retombe dans l'abus de droit. C'est le cas des avis du comité d'abus de droit là, qui sont cités, parce qu'en l'occurrence, c'était un époux et son conjoint. Il avait 94 et quelques %. Il réduit le capital, il récupère du numéraire, mais pour se remettre à niveau de madame, il fait une augmentation de capital derrière pour remonter. Voilà. Et au passage, il profite de l'abattement à 85%. Le comité de l'abus de droit dit non. Là, cette fois, la liberté de gestion a touché une de ses limites, qui est l'abus de droit. Merci Arnaud. Second élément que je souhaitais commenter cette fois, et en mettant un petit peu l'accent sur des opérations qui nous occupent un peu tous là, c'est le cas aussi de Pierre-Emmanuel, les opérations de LBO, de private equity, je voulais vous parler du phénomène de décapitalisation, ce qui est un petit clin d'œil à mon amie Fanny, parce que on peut effectivement se dire, à partir du moment où on a une liberté de la décision de gestion et une liberté de financer l'entreprise par fonds propres ou par emprunt, eh ben, c'est magique, on retombe dans nos vieux cours. Allons sur la théorie de l'effet de levier et allons-y sans se retenir. On maximise le recours à l'emprunt. Bon, on peut le prendre sous cette forme. C'est vrai que la jurisprudence Andritz qui est citée, somme toute, ne fixait pas de limite en la matière.
Il en existe, vous le savez, par d'autres règles, qui sont les SINCAP Rules, toutes les mesures qui visent à limiter la déductibilité des charges financières lorsque je suis sous-capitalisé. Hein. Bon, alors cette situation a donné un petit peu d'appétit à des gens qui, nous tous, même conseil, avons été probablement un peu trompés par un vieil arrêt, pardon, c'est pas un arrêt, c'est un jugement du TA, qui est la décision Von Tonkers de 1998, dans lequel une société avait fait une réduction de capital, un rachat de ses propres titres, et, faute de trésorerie à l'actif, elle avait financé la sortie de cash correspondante par un emprunt. Donc, quelque part, on peut se dire, une fois que ma société s'est développée, qu'elle a généré des fonds propres, je vais la décapitaliser pour refaire fonctionner la théorie de l'effet de levier, et lorsque ma rentabilité nette des actifs est supérieure à mon coût net de la dette, eh ben, j'augmente la rentabilité des capitaux propres pour l'actionnaire. Là, l'administration et le Conseil d'État se sont réveillés. Et pour synthétiser le propos, rapidement là-dessus, qu'est-ce qu'il faut se dire? Premier point, arrêt SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise. Lorsque l'opération de décapitalisation n'a pour but que d'appréhender du numéraire et de le financer par endettement, l'administration sanctionne l'opération. C'était une opération dans laquelle tous les associés sont sortis, tous. C'était vraiment une pure opération patrimoniale. Versus la décision Yoplait, lorsque la réduction de capital, le rachat des titres financé par emprunt a en fait un socle économique et que ça prend place dans une réorganisation économique générale, cette fois j'ai mon fameux but économique qui, au regard du L64 du LPF, de l'abus de droit, va sauver mon opération, va la valider. En revanche, position un peu personnelle que j'avais développée beaucoup, en désaccord avec l'école dijonnaise, à mon sens, il n'y a pas de différence à faire selon que l'opération provient d'une décision de gestion ou d'une décision collective. En gros, une partie de la doctrine est venue dire « Ah mais attention, si la décapitalisation procède d'une décision purement actionnariale, alors on est dans un autre domaine dans lequel l'opération ne peut pas être critiquée. » Je pense que cette théorie ne tient pas la route. Pour preuve, l'arrêt Ingram Micro, dans lequel on a eu la situation d'un associé unique qui a procédé à une réduction de capital, rachat et annulation de ses titres. Donc, il bénéficie de la distribution de dividendes. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce dividende qui, de fait, comptablement, se retrouve inscrit au passif externe de la société distributrice, il le convertit en un instant de raison en une obligation. Et donc, il souscrit un emprunt. Et cette fois, à la différence des fonds propres qui, eux, ne sont pas rémunérés par un intérêt fiscalement déductible, l'intérêt fixe est d'ailleurs interdit, eh bien, il a, on va dire, troqué du fonds propre contre de l'obligation qui, cette fois, produisait un intérêt fiscalement déductible. Et le Conseil d'État a sanctionné, c'est assez légitime d'ailleurs, donc attention, pas de fausses bonnes idées, il n'y a pas de distinguo selon que la décision procède d'une décision collective des associés ou des actionnaires ou d'une pure décision de gestion des mandataires sociaux. Sur le terrain, peut-être pour achever, là c'est plutôt un paysage qui s'éclaircit, je dirais, sur le transparent suivant. Voilà. Quelques mots, là aussi, sur la liberté, le degré de liberté fiscale en matière de financement des entreprises. On a tenu à vous dire quelques mots sur le sujet des LBO, du private equity. Vous savez qu'il y a une dichotomie, pour faire l'histoire courte, entre, on va dire, l'article 39.1.3 du Code général des impôts, le principe de déductibilité des intérêts sur les avances d'associés, ce qu'on appelle les comptes courants d'associés. Donc il y a un taux plafonné, je crois qu'il était de 2,12, je dis une bêtise. 2,27, voilà. 31 décembre. Merci. 2022.
Voilà. Comme quoi, on a toujours besoin des universitaires. Hein, oui, mais on n'est qu'une mémoire. Pas très intelligent. Donc voilà, 2,27 versus un dispositif qui est l'article 212, grand 1A du CGI, qui vous dit « Ah, mais attention, lorsque ces opérations d'avance ou de compte courant sont faites entre des entreprises liées au sens du 3912 du CGI, pour faire simple, avec une entreprise qui en contrôle une autre, alors vous avez le droit de déduire ces intérêts au-delà de ce seuil légal du 39.3 pour opter pour un taux de marché. » L'une des applications concrètes, pratiques les plus fréquentes, c'est les obligations convertibles ou les OS, mais plutôt les obligations convertibles, souscrites par les fonds de LBO majoritaires dans les structures Newco ou Holdco constituées pour procéder au rachat d'entreprises. Évidemment, c'est un peu magique, mes amis financiers ne m'en voudront pas, mais quand j'ai une OC qui tourne à 12%, ça me garantit une forme de TRI quand même à la sortie, surtout si l'opération clapote un peu et part un peu en capilotade. Hein, alors que les fonds propres ne vont rien sortir, ben le titre obligataire, lui, va donner du rendement. D'où la tentation de fixer des taux, d'assortir ces instruments d'un taux élevé. Là, le Conseil d'État est plutôt venu nous éclairer par une série de décisions. Le mien, malheureusement, c'est moi qui en suis l'auteur, est un peu indigeste. Bon, vous m'en voudrez pas, mais bon, il a le mérite de recenser l'existant. Voilà. Grosso modo, on nous dit plusieurs choses. En premier lieu, que pour apprécier ce taux de marché, il faut prendre en compte le profil de risque réel. Si je suis société mère, j'ai le droit de prendre en compte des données consolidées pour apprécier ce risque. Si je suis société filiale, je n'ai pas le droit, et c'est légitime, de prendre en compte des données de consolidation amont. Voilà. Jusqu'à là que du bon sens, le Conseil d'État a bien fait son travail. Les choses, à mon sens, se compliquent un peu sur un point, à nouveau dans les opérations de LBO, c'est que le Conseil d'État et l'administration font une interprétation très stricte, voire contestable, de la notion d'entreprise liée. Voilà. Bon, premier point, donc vous avez l'arrêt qui est cité, et pour accélérer un peu et qu'on puisse tous parler, dernier point, je pense, un peu de prospective qui est mentionné, qu'il faut garder en mémoire. Il y a un petit pétard qui va nous exploser au visage à nous tous, qui est en lien avec le sujet des management packages, c'est celui des obligations convertibles souscrites par les fonds majoritaires de LBO avec une conversion 1 pour 1 au nominal, c'est-à-dire par rapport à une analyse de produits dérivés, j'ai le meilleur des deux mondes, hein, j'ai un titre de dette avec du rendement, mais qui est convertible 1 pour 1 en fonds propres, donc j'ai une garantie, une seniorité en termes de rente sûreté parce que je prime les fonds propres. Bon, va se poser très probablement la question, notamment à l'occasion de la contestation des management packages, sur la nécessité en réalité d'émettre ces titres obligataires avec une prime, et non pas au nominal sans prime avec une conversion 1 pour 1. Mais c'est de la prospective. Pierre-Emmanuel. Oui, nous passons maintenant à ce que nous avons appelé la gestion des talents, et notamment la rémunération des dirigeants. Alors, il m'échoit encore de vous parler au niveau pratique de ces libertés de gestion. Pratiquement, on n'a jamais vu l'administration fiscale venir mettre en cause les montants des rémunérations versées aux salariés. Ça ne traîne pas dans la jurisprudence, ça ne traîne pas dans nos colloques d'avocats, d'experts comptables, de commissaires aux comptes. On n'a jamais vu l'administration dire « vous payez trop vos salariés ». C'est une réalité. Par contre, l'administration trouve tout à fait normal de venir challenger la rémunération versée aux dirigeants. Bon, pas bon, quel que soit les résultats de l'entreprise, on voit souvent des inspecteurs dire « mais quelque part, monsieur le dirigeant, ben, vous prenez trop d'argent, c'est une charge non déductible pour l'entreprise ». Alors, ils vont faire appel encore à des méthodes d'évaluation assez compliquées sur le comparable des entreprises de la région,
le comparable des entreprises du département, de la même taille, et ainsi de suite. Donc ils ont besoin d'avoir des données, ils vont croiser des données et ils vont vous dire que la rémunération moyenne, c'est ça, et que vous en écartez, et que l'écart, c'est une charge non déductible, c'est un acte normal de gestion. La jurisprudence est assez riche en la matière. Donc ici, encore une fois, on n'a pas la liberté de gestion pour la rémunération de ses dirigeants. On est toujours soumis à la critique possible de l'administration fiscale. Et autre pendant, je vous rappelle que pour les sociétés cotées, mais ça vient depuis la loi Sapin, la loi Pacte, maintenant, alors on a le sign-out par rapport aux rémunérations, donc, dont le principe doit être acté avant et le montant doit être donné après. Mais par contre, les rémunérations différées sont plafonnées. Hein, tout ce qui est les golden parachutes ou ainsi de suite sont soumis à limitation par rapport à des seuils qui sont très faibles, hein, et qui sont en référence à ça. Donc rapidement, parce que je crois que le temps passe et je voulais vraiment vous parler des prochaines réglementations européennes. Donc juste pour vous dire que voilà, encore une fois, où on n'a pas la liberté quand une entreprise, par rapport à la politique de rémunération de son dirigeant, on ne peut pas s'écarter d'une rémunération qui serait la rémunération des autres entreprises de la région sans risque. Donc après, on peut arbitrer avec des rémunérations versus dividendes, mais il y a des dirigeants qui ne sont pas actionnaires. Alors justement, donc, puisque nous envisageons à présent l'hypothèse d'une rémunération en dividende plutôt qu'en salaire, bon, le dirigeant n'est pas un salarié au sens du droit du travail, nécessairement se pose la question du choix. On s'est demandé tout à l'heure s'il valait mieux faire racheter ces titres ou recevoir un dividende. Mais ici, on se pose finalement un peu le même genre de questions. Est-ce qu'il vaut mieux recevoir une rémunération ou un dividende? C'est une question évidemment qu'on s'est particulièrement posée en 2018. En 2018, tous les conseils ont fait fonctionner les simulateurs pour voir quelle était la solution la plus avantageuse. 2018 parce que c'est l'entrée en vigueur bien sûr du PFU, c'est-à-dire du taux réduit pour tous les revenus financiers, dividendes, obligations, plus-value sur cession de titres. Donc, alors comme je suis très attaché à la parité, ça ne se voit pas à la chair, hein, parce qu'on n'est pas... la parité n'est pas respectée, ceci étant dit, à 3, c'était difficile quand même de la respecter. Donc, je me suis également posé la question, qu'est-ce qui vaut mieux, une rémunération en dividende ou une rémunération au moyen d'un salaire? Donc, dans un premier temps, 5 avantages d'une rémunération en dividende et nous verrons ensuite 5 inconvénients d'une rémunération en dividende. Alors, quels sont les avantages? Je les cite brièvement. Bon, le PFU, je viens de le rappeler, 12,8%. Et si on opte pour l'IR, certes, on a la progressivité du barème, mais on récupère l'abattement de 40%. Donc, c'est un choix à faire. Deuxième avantage, les dividendes, bien sûr, sont des revenus du capital, donc en principe non soumis à cotisation de sécurité sociale, mais attention quand même à la clause anti-abus du Code de la sécurité sociale, mais ça concerne les gérants majoritaires. Troisième avantage, des dividendes, donc une capacité de distribution plus importante qu'en salaire, puisque par hypothèse, il n'y a pas de cotisation sociale à la charge de la société en dividende, alors que pour un salaire, c'est le cas. Quatrième avantage, pour les dividendes, il n'y a pas de risque lié à la rectification du résultat au cas de rémunération excessive, donc il n'y a pas de dividende excessif, ça n'existe pas. Alors, sauf les dividendes fictifs, mais là c'est un délit pénal, c'est évidemment autre chose. Et cinquième avantage, les dividendes ne sont pas soumis à taxe sur les salaires, les rémunérations de dirigeants le sont d'après le Conseil d'État.
Mais bon, la taxe sur les salaires, ça concerne les entreprises qui ne sont pas à la TVA, ce qui n'est pas la situation la plus fréquente, évidemment. Au niveau des inconvénients et dividendes, 5 inconvénients. Les dividendes ne sont pas déductibles du résultat imposable, donc ça veut dire mécaniquement il y a un supplément d'IS par rapport à une rémunération par le biais d'un salaire. Les prélèvements sociaux sont plus importants sur les dividendes, 17,2%, alors que en revenu d'activité c'est moitié moins pratiquement, 9,7%. Troisième inconvénient, il n'est pas possible, pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure d'ailleurs, de distribuer un dividende en situation déficitaire, alors qu'on peut évidemment s'attribuer une rémunération en augmentation du déficit. Quatrième inconvénient, alors il faut y faire attention, si on reçoit des dividendes, du coup on n'a pas une rémunération normale, ça peut être gênant pour certains textes qui requièrent, textes fiscaux, qui requièrent une rémunération normale du dirigeant. C'est le cas notamment en matière, on en parlait tout à l'heure, d'abattement sur les plus-values pour les dirigeants qui prennent la retraite. On exige une rémunération normale du dirigeant, donc il faut faire aussi attention à ça. Et cinquième inconvénient, d'après la jurisprudence, donc un dirigeant qui a emprunté pour acquérir ses titres peut déduire les intérêts de ses salaires, mais pas de ses dividendes. Jurisprudence du Conseil d'État de 2008. Alors ensuite, je me suis lancé dans les petits calculs. Voilà, c'est bon. Alors, c'est les ordinateurs de l'administration fiscale et de l'URSSAF qui ont travaillé. Moi, j'ai fait qu'entrer les données. Donc, je suis parti d'une entreprise, une SAS, une SASU, à l'IS, PME au sens du Code général des impôts, avec une possibilité en sortie de cash, si vous voulez, de 100 000 euros. Bon. Deux possibilités, dont soit elle verse la totalité en salaire, mais évidemment il faut déduire les charges sociales, ou elle décide de distribuer tout en dividendes, mais là, il faut faire attention parce que il n'y a pas de charge sociale, mais il y a de l'impôt sur les sociétés, puisque évidemment les dividendes ne sont pas déductibles de la base de l'IS. C'est une utilisation du bénéfice, bien sûr, ce n'est pas une charge déductible du bénéfice. Alors, au final, essayons de répondre à la question tout de même. Qu'est-ce qui vaut mieux dans ce cadre-là, hein, parce que évidemment les situations sont multiples, ça dépend de la situation matrimoniale, ça dépend évidemment des revenus des autres membres du foyer fiscal, le cas échéant. Donc il faut faire des projections, comme on dit. Alors donc j'ai fait ma projection. Ce qu'il faut regarder en réalité, c'est la dernière ligne, hein, c'est-à-dire ce qui reste de disponible pour le dirigeant. On s'aperçoit que si il s'est accordé un salaire, entre guillemets, il lui reste, sur les 100 000 euros de sortie de cash potentiel, 48 000 euros. En dividende, ça dépend s'il prend l'option pour l'IR progressif avec l'abattement de 40% ou s'il reste au PFU. On voit que c'est un peu plus intéressant quand même que le salaire dans ce cadre-là, les dividendes. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il opte pour l'IR progressif, ce qui est peut-être un peu une surprise, parce que c'est vrai que le PFU, c'était la baguette magique en 2018. Tout le monde disait on va passer au PFU et ça va être vraiment magique, on va faire des économies fiscales. Ben, on s'aperçoit que le bon vieux barème progressif de l'IR, avec l'abattement de 40% quand même, conserve encore un attrait. Alors, je le précise, pour des revenus relativement modeste. Il est évident qu'à un certain niveau de revenus, le PFU finit par faire la différence, si vous voulez, par rapport à l'abattement. Mais à un revenu, je dirais, intermédiaire, bon, j'ai pris cette rémunération potentielle de 100 000 euros, un revenu intermédiaire, l'IR progressif est plus intéressant. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut me reprocher
d'avoir choisi un dividende à la place d'un salaire. Alors, en réalité, la question ne s'est pas véritablement posée sous l'angle de l'abus de droit, mais plutôt sous l'angle de la requalification, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un abus de droit, c'est un montage, bon, c'est par fraude à la loi, c'est un montage à but exclusivement fiscal. La requalification, l'administration n'a pas besoin d'utiliser la procédure de l'abus de droit. Il suffit de dire, en réalité, vous vous êtes trompé d'étiquette juridique, si vous voulez. Vous avez mis une mauvaise étiquette sur le produit. Vous dites que c'est un dividende, moi je dis c'est une rémunération, c'est un salaire. Bon. Alors on a eu une opposition entre le Conseil d'État et la Cour de cassation sur des problématiques de charges sociales. On n'a pas de jurisprudence en matière fiscale, mais on a de la jurisprudence en matière de charges sociales. La Chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière de droit de la sécurité sociale, a accepté la requalification dans le cadre des sociétés d'exercice libéral, donc a requalifié le dividende versé en revenu du travail, soumis à cotisation. Le Conseil d'État, lui, ne l'a pas accepté. Il a dit un dividende, ça reste un revenu du capital, je ne peux pas le requalifier, c'est un choix, liberté de gestion. Alors, il faut savoir qu'il y a une clause anti-abus dans le Code de la sécurité sociale, mais qui concerne les gérants majoritaires de SARL ou de SEL. Ça ne concerne pas les sociétés par action, donc c'est très facile d'y échapper. Il suffit de se mettre en SAS, que conseillent, je pense, tous les praticiens, et on échappe à la requalification du Code de la sécurité sociale. Voilà. En matière fiscale, il n'y a pas de clause anti-abus. Vous voyez, pourtant, j'ai dit tout à l'heure que le Code général des impôts était inondé de clauses anti-abus, mais au moment où on a voté cette clause anti-abus en droit de la sécurité sociale, on n'a pas fait la même chose dans le Code général des impôts. Et en 2018, je m'en souviens très bien, Bruno Le Maire, parce qu'on avait envisagé d'étendre dans le CGI la clause anti-abus du Code de la sécurité sociale, Bruno Le Maire nous avait expliqué que ce n'était pas du tout utile. Donc la mesure n'a pas été adoptée. Peut-être avait-il raison d'ailleurs, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas véritablement de contentieux en matière fiscale, mais la question de l'abus de droit reste ouverte. Quelques mots alors. Quelques mots dans la droite ligne sur ces sujets de requalification. Effectivement, dividendes, salaires. Un des sujets de préoccupation, c'est celui des instruments de management package, en fait d'intéressement des salariés ou des dirigeants à la création de la valeur actionnariale. Il nous a donné un bon aperçu, Arnaud, à l'instant. Vous voyez la différence, j'ai une action en PEA, je réalise une plus-value, je suis imposé à 17,2%. Les prélèvements sociaux, versus je suis qualifié sur mon gain, non pas de plus-value, mais de traitement et salaire ou de rémunération de dirigeants, je vais être au barème progressif de l'impôt sur le revenu à 45, plus les prélèvements sociaux des revenus d'activité, plus les taxes que M. Fillon nous a laissées de 3 et 4% sur le revenu de référence sur les hauts revenus. Bon, donc je m'envole à plus de 60% versus 17,2. Donc de tout temps, il y a eu, vous le savez, un enjeu, un sujet sur la juste qualification de ce gain réalisé par des salariés ou dirigeants lorsqu'ils cèdent des titres de l'entreprise dont ils sont par ailleurs associés, donc d'une part, et salariés et ou dirigeants. Instruction de 1995, codifiée dans le BOFIP, tout le monde se rappelle, régime de défaveur. Le Conseil d'État intervient, jurisprudence Serfati, Fontana de Framont, pour dire, sanctuariser en quelque sorte, et pour dire, attendez, il est quand même compatible d'être à la fois associé actionnaire et de retirer une plus-value de la vente de ces titres, et dans le même temps salarié ou dirigeant, et d'être imposé à l'impôt sur le revenu au barème progressif sur cette rémunération. Le Conseil d'État intervient derrière avec une jurisprudence Gaillochet. Tout le monde l'a critiqué à l'époque, mais quand on regarde l'effet de l'espèce,
franchement, c'était compréhensible, qui a posé un premier principe qui finalement était tout à fait audible, consistant à dire, vous êtes salarié ou dirigeant, vous souscrivez un instrument de capital, vous devez prendre un risque actionnarial. Vous devez le souscrire au juste prix. Et là, on fait appel à nos amis financiers qui nous font des belles simulations de Monte-Carlo, des bons Black & Scholes, pour valoriser justement ces instruments d'ADP ratchet, voilà, d'instruments d'intéressement des salariés à la valeur actionnariale. Sauf que, 13 juillet 2021, le Conseil d'État en formation plénière vient de rajouter un critère qui bouleverse vraiment totalement l'économie, et sincèrement, dans les opérations de LBO, on a un peu du mal à retomber sur ses pattes, puisque le Conseil d'État, et c'est la fin de son considérant qu'il est intéressant de lire, nous dit, eh bien, lorsque finalement ces instruments sont la contrepartie de fonctions salariées ou de direction, je m'autorise à requalifier le gain que vous pensiez être de la plus-value de cession, donc taxable au 150.0A, d'accord ? Donc, si je suis en PEA, 17,2, si je suis en PFU, 30 plus les contributions Fillon, 3 et 4, je m'autorise à le requalifier en traitement et salaire. C'est-à-dire que le Conseil d'État, et il le reproduit dans une jurisprudence immédiatement derrière qui est Materne, en novembre 2021, puis Wendel et Ditis en janvier 2022, mais là aussi le sujet est outrancier. Voilà, le Conseil d'État nous dit aujourd'hui, eh bien non, si ces instruments sont un accessoire finalement de votre statut principal qui est celui de salarié ou dirigeant, vieil adage juridique, l'accessoire sur le principal qui n'a pas été verbalisé mais qui est quand même sous-jacent, eh bien je déqualifie votre plus-value et je la traite en traitement et salaire. Donc prudence avec, tu l'as évoqué Arnaud juste un instant, la Cour de cassation, qui cette fois est compétente en matière de cotisation sociale, qui est dans un arrêt barrière, mais le Code de la sécurité sociale l'aide beaucoup sur ce terrain, parce que les dispositions du Code de la sécurité sociale sont plus larges que le 79 et le 82 du CGI, qui dit tous les avantages conférés à un salarié sont soumis à cotisation sociale. En gros, je donne un bon de souscription d'action, c'est l'affaire barrière. Un salarié, quand bien même il aurait été valorisé, parce que dans l'affaire barrière, ils avaient été valorisés, l'avantage pour le salarié est soumis à cotisation. Peut-être laisser la parole à Pierre-Emmanuel. Donc nous envisageons pour terminer cette séance l'impact des futures réglementations européennes. Et donc c'est Pierre-Emmanuel qui nous en parle. On avait convenu avec Maël à haute voix comme ça de dire est-ce qu'on a le temps de finir ou est-ce qu'on refait, on se dit, on se prend le bloc directive européenne parce qu'on peut y rester 5 minutes, on peut y rester 4 heures aussi. Et on se dit on réinvite tout le monde dans quelques semaines peut-être. On fait ça. Alors, juste pour vous donner envie, pour ceux qui sont là, de revenir et d'en parler à vos amis, on avait essayé de voir comment on pouvait confronter la liberté de gestion de l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui avec la réglementation française, avec les prochaines directives européennes qui arrivent. On sait qu'aujourd'hui, on a notre jurisprudence française, nationale, on a notre Code général des impôts national, avec la main droite, et on s'amusait avec... entre nous, à faire un petit tableau des directives européennes, car aujourd'hui, plus que dans notre domaine, la fiscalité sera européenne. La fiscalité de nos entreprises sera une fiscalité européenne. On a fait un slide sur les directives européennes. Alors, les directives européennes, ici, ce sont les projets de directives européennes. Projet 21, projet 22, projet 23. Vous avez des projets qui sont, vous voyez, il y a des petits clics dessus. Celles-là sont votées. Ça ne concerne que 21. Vous avez des sabliers, c'est celle de 21 et celle de 22, et les autres, on est en cours de discussion. Parce que vous savez qu'une fois qu'une directive elle est votée, encore faut-il qu'elle soit nationalisée dans chacun des États, puisque c'est une compétence, on doit avoir l'unanimité des États, et ensuite une retranscription dans chaque État européen. Et on est quand même 27 États, ça commence à faire un petit peu de monde. 3 axes forts sur lesquels l'Union européenne appuie la politique de nos entreprises sur lesquelles on va encore avoir des règles
encore supplémentaires à respecter. On a le premier axe qui est l'axe sur la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale et les publications sur la transparence. Et là, vous les avez, elles sont en orange, enfin en rouge dans notre petit schéma. Ensuite, la deuxième chose, c'est le deuxième travail, et ça concerne les entreprises, c'est l'harmonisation de la base imposable. C'est comment est-ce qu'on va réussir à harmoniser la base d'imposition de nos entreprises dans l'Union européenne. Ça, c'est le bleu. Et vous voyez que le bleu, il y en a quand même 4 sur les slides. Et après, on a un troisième axe, mais qui soit moins dans la fiscalité, c'est le verdissement de l'économie. Bon, on n'a que 2 directives qui étaient concernées. Donc, si vous voulez, je conclus en vous disant, on va vous réinviter pour parler de tout ça, en remerciant infiniment OPF d'avoir organisé cet événement, TSM de nous avoir accueillis et soutenus, puis à vous tous d'avoir passé 1h30 à écouter la fiscalité, ce qui devient compliqué de plus en plus. Merci, et merci à Arnaud, et merci Jean-Louis.